Zambe tarananu kananga tarananu kananga La démocratie participative. Et la deuxième conception, c'est que j'appelle en anglais, on appelle ça la procédurale démocratie. S'il faut traduire, c'est la démocratie procédurale. C'est ça. Et cette définition nous permet vraiment d'avoir une analyse assez sérieuse qui va nous permettre de voir où est-ce que nous nous retrouvons, ou bien où est-ce que la transition nous amène dans ces déclenchements qui est la libéralisation et la consolidation. Parce que cette définition de pouvoir du peuple par le peuple, c'est juste propagandiste. Vraiment. Et quand nous définissons maintenant la définition de cette conception grecque, qui est la démocratie participative, la démocratie de la population de masse, cette démocratie, s'il faut voir de très près, la démocratie par son essence est toujours élitiste. La démocratie, c'est élitiste. Même quand vous entrez dans l'histoire grecque, vous allez vous rendre compte de Périclès, Cleisthenes ou bien Salon, qui ont déclenché cette démocratie, étaient des élites. Périclès lui-même, c'était un aristocrate. Donc, il n'y a pas moyen de déclencher une démocratie sans élite. L'élite est au centre de la démocratie. Ça, c'est la conception. Parce que s'il faut voir, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que la démocratie grecque, c'est la démocratie grecque. Non. Quand il y avait un grand conflit dans l'aristocratie, Cleisthenes, il a quitté l'aristocratie parce qu'il ne pouvait pas gagner dans l'aristocratie. Il est descendu de la population pour avoir un soutien et il a déclaré cela comme une démocracie populaire. Ce n'était pas ça. La vérité est qu'il y avait une élite qui a déclenché cela. Et quand nous parlons de la démocratie procédurale, c'est une démocratie qui a commencé aux États-Unis par Schumpeter. Schumpeter, il appelle la démocratie comme une méthode. La méthode qui se fait comme ceci, c'est l'arrangement institutionnel qui permet aux individus de créer, de participer à un système compétitif. Et c'est la définition qui est aux États-Unis et qui est acceptée sur les États-Unis. C'est la définition de Schumpeter. Et cette définition a des avantages. L'avantage de permettre de savoir à quel niveau cet arrangement s'est fait et à un certain niveau de voir ceux qui sont dans l'arrangement, comment ils sont accountable. Tu vois? C'est à ce niveau-là. Mais les deux définitions ont toujours un élément en commun, c'est l'élite. C'est l'élite. Alors, pour que nous puissions comprendre la transition, c'est un problème d'élite. D'abord, c'est un problème d'élite. Parce que quand un gouvernement accepte la transition, il choisit déjà la voie élitiste de la démocratie. Et s'il y a ceux qui ont fait l'histoire française, vous allez vous rendre compte quand Périclès, les sans-culottes, les Girondins et les Girondins, quand ils ont fait la Révolution française, il y avait encore Robespierre qui était là pour chapeauter cet effort. Et qui est Robespierre maintenant? Il est élite. Tu ne verras pas un sans-culotte qui est dans un positionnement. Non. Et c'est bien ce que nous puissions nous retrouver ici comme élite. Parce que ce n'est que de nous que cette démocratie, cette transition se fera et ça va nous amener dans un bon port. Ce n'est pas un problème de l'arrêt. Et quand nous parlons de la transition, nous avons deux conceptions. La première conception qu'on appelle téléologie, ou bien theological approach. Cette conception théologique voit la transition comme une trajectoire qui commence dans un point et c'est linéaire jusqu'à atteindre à un niveau. C'est en termes linéaires. Et cette conception, quand vous voyez ça de très près, c'est une linéarité qui nous amène à la constitution d'une institution stable, de la Constitution. Et cette conception, c'est là où nous, les Congolais, on se retrouve. Mon ami Denis de Pesquera,
je ne prends pas cela comme personnel, vous allez vous rendre compte que le discours de l'IDPS, dès le début, c'est l'état de droit. Ok? C'est pour créer une constitution qui va faire à ce que nous puissions avoir un droit assis. C'est ça le but. C'est linéaire. Et quand vous voyez la linéarité, c'est pour créer une institution sur le plan supérieur stable, une organisation stable. Et c'est là qu'on appelle souvent ça l'état légal. Un état qui est assis sur le droit. Donc, il ne faut pas ce qu'il disait toujours, je veux un état de droit. Et pour être concret encore dans les cas congolais, vous allez vous souvenir, lors de la conférence sera souveraine. La conférence souveraine, lors des débats sur la Constitution, vous allez vous souvenir de Maître Liaou. Maître Liaou, il avait une formule constitutionnelle et qu'il était à même de battre tout le monde dans ces débats. Une formule constitutionnelle qui s'est énoncée comme ceci. Le président règne et ne gouverne pas. Et ce président qui règne sera élu au suffrage universel. Ok? Un président élu, mais qui ne gouverne pas, mais il est élu par quoi? Par le suffrage universel. Et c'est lui qui dirige les choses publiques. Le Premier ministre, il n'est pas élu, il vient ou de la majorité parlementaire. Regardons cela en face, ou bien on va élaborer après. La deuxième conception maintenant, c'est la conception qu'on appelle incertaine. Nous commençons la transition par la libéralisation et nous avançons en regardant les réalités institutionnelles, pas seulement en créant des institutions stables, mais nous regardons aussi une autre dimension, ce qu'on appelle la accountability et la responsibility of government. Et c'est cette dimension qui manque au Congo. Vous allez vous rendre compte que dans la transition congolaise, tous les efforts, c'est au niveau de la capitale. Tous les efforts, c'est au niveau d'avoir des institutions fortes, d'avoir une constitution dynamique. Mais rien ne s'est fait, dis-moi si les plans consistants d'amener la population à être responsable, à demander à ce gouvernement la comptabilité. Très peu s'est fait. Et c'est là le début de notre échec. C'est là le début de notre échec. Il y a 4 mois, je parlais avec Fayou. Vous allez vous rendre compte que Fayou a déclenché un certain activité avec les étudiants pour asseoir un peu sa pensée au niveau de la base, pour que ces peuples-là puissent avoir une certaine accountability. Et parce que quand la population est formée, cette population va réclamer de son gouvernement la accountability. Les institutions les rendent compte. Parce que les institutions, on prend le cas du Nigeria. Les institutions nigériennes, pour le moment, c'est stable. Le Nigeria n'est pas encore dans un état de la consolidation de cette démocratie. Pourquoi? Parce que ces institutions sont stables au niveau supérieur et rien n'est fait au niveau des congés de population qui se vit de cette façon. Alors, pour nous, Congolais, si tous les élites qui nous sommes là, si nous sommes membres de partis politiques, je demanderai à ce que cette dimension qui manque, c'est assez important pour la réussite de la transition. Vous allez vous rendre compte que la première dimension, c'était la formation, la formation de rule of law. C'est ça le but. C'est l'état de droit. Mais maintenant, la deuxième dimension, ou bien la deuxième conception, le but, c'est the rule of democratic law. Tu vois? C'est vraiment important. C'est peut-être une petite chose, mais c'est vraiment important pour la réussite d'une transition.
vous allez vous rendre compte que cela nous manque dans notre système de transition au Congo. Et si nous continuons, et comme nous continuons là où nous sommes pour le moment, l'échec est devant nous. Je vous promets. Je vous promets. J'ai parlé avec l'archevêque Utumbi, qui est l'archevêque de Kisangani, c'est le modèle de transition. Il va me dire la même chose. L'Église catholique fait un effort pour essayer de mobiliser la population, mais nous devons savoir une seule chose. La mobilisation de la masse populaire doit se faire d'une façon consistante. Pas faire stopper, c'est l'échec. Les partis politiques qui sont les acteurs de la transition doivent comprendre que s'ils veulent un Congo meilleur demain, ils doivent ajouter cette dimension de la responsabilité du gouvernement et la comptabilité. C'est vraiment important. Nous ne devons pas rester au niveau juste de l'état des droits, nos procédures. L'état des droits ne nous fera pas, ne nous donnera pas une transition démocratique. Et vous allez vous rendre compte, ceux qui soutiennent la thèse de la conception linéaire, ils définissent leur consolidation par l'organisation de 4 ou 5 élections, comme certains auteurs qui disent le Ghana a déjà consolidé sa démocratie. Non, ils n'ont pas consolidé la démocratie. Parce que à ce niveau, on voit seulement l'aspect institutionnel, la stabilité institutionnelle. Mais quand vous allez dans le Ghana réel, il y a encore un problème. Ok, donc nous devons, partout où nous sommes, d'amener cette norme. Nous sommes juste dans ce que dans l'appel polyarchie. Un système qui n'est ni autoritarien, ce n'est pas aussi démocratique, c'est juste dans les milliers, mais comme la population est satisfaite par cela, parce qu'ils ne sont pas éduqués, on se dit que nous sommes bien déjà. Et vous allez vous rendre compte que dans ce système-là, intermédiaire, que j'appelle hybride, nous pouvons parler de ce qu'on appelle electoral authoritarian régime. C'est toujours... Mais il faut les élections régulièrement. On peut se retrouver aussi dans une démocratie électorale. Ce n'est pas encore la démocratie, c'est pas encore consolidé, mais on peut se satisfaire et rester là. On peut aussi aller dans une démocratie libérale qui est déjà avancée. Donc il y a beaucoup d'étapes et on peut aussi retourner à l'autocratie. Donc rien n'est garanti. Ça ne sera garanti que quand les acteurs de la transition sont à même de parler avec ce peuple pour que ce peuple puisse être dans la part de ce processus afin de déclencher ou bien de pousser les élites à quitter l'autoritaire régime vers, pas seulement la libéralisation, mais vers une consolidation là où la population devient, il commence à demander au gouvernement la comptabilité. Pour que la transition puisse se réussir, il y a ce que nous appelons 3 grands moments. Les moments, je l'ai tiré de Gramsci, ceux qui ont fait la science sociale connaissent Antonio Gramsci. Le premier moment, c'est le moment politique. Vraiment, le moment politique, c'est comme un moment sandwich, comme je l'ai dit, entre l'autoritaire régime et la consolidation. Mais qu'est-ce qu'il y a ici dans l'autoritaire régime? Nous avons un autocrate. Et la réussite de ces moments dépend du niveau de l'autocratie. Il faut que je puisse donner un peu d'éclaircissement. Quand nous parlons d'un régime totalitaire et un régime autocratique, la transition va dépendre aussi de la compréhension de ce régime autocratique. C'était ou bien autocratique ou bien totalitaire. Si nous comprenons cela, c'est déjà un début. Par exemple, dans un régime totalitaire, communiste, par exemple, fascisme, vous savez que dans un pays communiste, ils n'ont ni marché, on leur distribue des choses, peut-être qu'ils n'ont même pas l'argent. La transition sera différente avec un régime autocratique qui ont un système économique, les Bitakuira, tous ces gens-là, les Kokonyange, hein, tous ces gens-là, maintenant, ils ne dépendent que totalement de lui.
Et quand il faut maintenant déclencher une stratégie, vous devez comprendre, nous sommes à quel niveau de l'autorité du régime. Est-ce que is it contested authoritarian regime or established? Parce que cette compréhension sera assez importante pour déclencher un mécanisme ou une stratégie qui va permettre à ces moments économiques. Nous sommes au niveau du moment politique. Ce moment politique, c'est juste d'abord la compréhension de tout un régime. Quand vous comprenez qui est au pouvoir et à quel niveau il se retrouve dans la phase ou bien dans l'évolution de son autorité régime, c'est facile. Je vous dis que c'est facile de le détourner ou de le détruire facilement. Parce qu'il faut connaître là où il est. Et dans ces moments maintenant, c'est le moment aussi de comprendre une seule chose. C'est là aussi, nous Congolais, nous avons un problème assez sérieux. Quand vous voyez l'autorité, pardon, c'est un dictateur, Banda, et c'était compliqué comme cela. Donc il n'y a pas un discours politique qui font à ce que l'armée puisse rentrer dans sa place dans les baraques. Pas seulement ça. Quand vous voyez les moments politiques du Congo, les moments militaires, il y a très peu qui s'est fait pour créer un système de la professionnalisation de l'armée. Kabila lui-même, ça lui arrange. Ça lui arrange. Il n'y a pas une armée professionnelle. Notre armée nécessairement tuée. L'armée ne peut pas faire des ponts. L'armée ne peut pas être des médecins. Ils sont trop peu. L'armée est seulement pour tuer. Et l'instance politique doit travailler durement pour essayer d'avoir une pensée pour créer un moment politique. Maintenant, les moments économiques. Les moments économiques, c'est très compliqué pour le Congo. Pourquoi c'est compliqué pour le Congo? D'abord à cause de notre richesse. Le Congo, c'est un pays trop riche, extrêmement riche, et envié. C'est le problème. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que pour que la transition puisse réussir, l'opposition doit créer un système, ou bien un mécanisme, ou bien une stratégie, pour faire à ce qu'il puisse avoir un discours économique qui va permettre non pas seulement de rassurer nos partenaires, mais créer un discours qui va assurer la redistribution de la richesse nationale. C'est vraiment important. Je prends un exemple, pour être concret. Vous allez vous rendre compte que la transition du Congo, je vous informe, dépend de ce que dira l'Afrique du Sud. Pourquoi? L'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que dans ce moment, la transition a été vendue économiquement à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a mis beaucoup d'argent dans nos mines. À un certain moment même, on voulait transplanter donc, les headquarters, les Linga de Fête à Botswana. Vous savez cela? Linga qui est produit au Congo, mais l'Afrique est ici. Comme je mets beaucoup d'argent dans Linga, son headquarter doit être à Botswana. N'était la tête d'istesse d'un ministre là, j'ignore le nom, qui s'était opposé à cela, et ça ne s'est pas fait. Donc le moment économique est assez important, vraiment important. Le moment économique aussi est important pour ceux qui nous entourent. Vous allez vous rendre compte que c'est à cause du moment économique que le Rwanda est totalement impliqué dans le conflit du Congo. Et l'opposition n'a pas une stratégie réelle. Du moins, les partis que moi je suis en collaboration avec eux, ils n'ont pas une stratégie réelle pour défaire cette trap au niveau régional, qui font à ce que les Rwandais aient une même mise sur l'économie du Congo, du moins sur le plan des mines de l'Est et des mines de coltan, qui feront de nous un pays fort dans les jours qui vont venir. Et vous allez vous rendre compte que quand un Américain, il veut du côté du Congo, il n'ira même pas chez Kabila. Non. Il connaît là où il va aller et il aura ça. Il n'a pas besoin de Kabila. Kabila, c'est l'écho. Et il aime être écho. Il aime être un écho. Il est vraiment tranquille d'être l'écho du Rwanda. Tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre qui est apparu, qu'on appelle Superclass. Dans ce Superclass,
le monde est dirigé par 3 000 personnes. Seulement 3 000 personnes. Et vous allez vous rendre compte que dans ces super classes, Kabila n'est pas dedans. Mais Kagame est dedans. Santos est dedans. Quand il n'est pas dedans, tu n'es pas dedans. Et c'est un peu compliqué dans ces classes, parce que même le président Carter n'est pas dedans. Obama, à peine, il est dedans. Mais Kissinger est dedans. C'est là où les grandes décisions se prennent. C'est là où même les missiles se vendent. C'est là où toutes les choses, sur les plans des stratégies mondiales se font. Alors, nous, en tant que Congo, dans la période de Mobutu était dedans. Mais les autres ne sont pas dedans. Et pour que le Congo puisse se repositionner sur le plan économique, l'opposition doit créer un mécanisme qui fera à ce que le partenaire extérieur puisse savoir que pour avoir les quotas du Congo, il faut passer par là. Parce qu'avec le Congo actuel, l'opposition peut, à un certain niveau, se mettre dans les contacts sur le plan des lobbies, parce que nous sommes trop faibles sur le plan des lobbies. Je vous dis ça. Quand on voit notre Premier ministre, Sami Badibanga, prendre une photo avec Trump, Badibanga. Prendre une photo avec Trump et diffuser ça dans le pays que non, moi, Trump me connaît. C'est regrettable. J'étais un volontaire dans les centres Carter à Atlanta. Il y avait un grand homme politique, je cite les noms de Tshisekedi, qui devait venir à Atlanta. J'étais interprète. On me dit que non, je vais dans ces combines pour accueillir Tshisekedi. Il y a eu tellement de gens qui sont venus. Le président de Soumbaloum est venu pour demander cette audience. Le président Vieux Kalala est venu pour demander l'audience. Beaucoup de gens sont venus pour demander l'audience et les centres ont dit que non. Avec qui maintenant on va collaborer? Ils ne savaient pas qui collaborer avec. Et quand Tshisekedi est venu, vous savez qui il avait réussi? Le chef de bureau. Chef de bureau, il n'a pas vu Carter. Il n'a pas vu Carter. Et j'avais lu les rapports. Regrettable. Mais le lendemain, Hakim, le président Tshisekedi a été reçu au centre Carter. Notre lobbying aux États-Unis, c'est close to zero. Close to zero. Close to zero. Et sur le plan économique, dans ces côtés-là, j'admire un peu ce que fait Moïse Katumbi pour le moment, mais je vous dis que sur le plan du lobbying économique, nous sommes close to zero. Close to zero. Et l'opposition ne doit pas seulement être interne, ça doit avoir des ramifications sur le plan externe pour créer, pour rassurer les partenaires extérieurs que si vous venez, nous serons là pour vous. Pour rassurer les marchés internes. Ce lobbying-là ne se fait pas au niveau que ça se faire. Alors, pour réussir la transition, il faut cette dimension économique. Je me reprends. Il y a la dimension politique, la dimension militaire et la dimension économique pour la réussite de la transition. Je voudrais bien m'arrêter à ce niveau et vous donner la chance de poser des questions en rapport avec notre cas au pays. Mais je vous dirai une seule chose, je n'ai pas de réponse comme un divin. C'est la science politique qui s'est fait juste avec les données que nous avons. Et chercher, comme je fais la science politique comparée, on regarde un peu sur le plan international, on voit quels sont les cas qui ont réussi et on déclenche une certaine probabilité. Donc on n'est pas des divins. Je ferai juste des analyses en fonction des informations à ma possession. Et je serai très sincère avec cela. À vous la parole. Alors, nous avons suivi l'observation de
dit au départ, il ne fait que booster, provoquer quelque chose. Nous croyons que tout n'a pas été dit. Mais là, il essaie de prendre les éléments en général, de manière à ce que par nos questions, nous puissions déclencher maintenant un débat autour de la transition au Congo. Vous avez la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, citoyennes et citoyens, très chers compatriotes de la communauté congolaise de Maine, bonjour. Très chers amis, nous avons voulu au niveau de la communauté nous réunir ici, intellectuels de la République, réunis ici à Maine. Nous avons voulu un peu partager sur la transition en République démocratique du Congo. Voilà, à quelques jours du 57e anniversaire de la République démocratique du Congo, notre pays, nous voudrions savoir où est-ce que nous en sommes. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Nous avons invité ici le chercheur en sciences politiques, M. Crispin, ici, Bolessé, qui a fait une étude sur la transition au pays. Et c'est ainsi qu'il est en train d'exposer, c'est l'animateur du jour, il expose sur la transition, la situation au niveau du pays, la dictature, et il est venu sur un point d'échange, un échange d'idées, savoir qu'est-ce qui se passe au pays, pourquoi est-ce qu'on est là où nous en sommes. Et bien sûr, l'Assemblée aura l'opportunité de poser des questions et de réagir aussi à ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez, nous venons de terminer la première partie et maintenant, ils vont passer, les membres, ceux qui sont réunis, vont passer maintenant aux questions. C'est un échange qui est très magnifique. Nous vous invitons, vous qui n'êtes pas encore ici, vous qui êtes en route, venez nous rejoindre sur cet échange de la diaspora qui parle de la transition et de l'avenir de ce pays, notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous disons encore merci, nous vous attendons ici. Merci aussi à notre cher ami Kilo Bravo pour la rédaction. J'ai dit, je vous remercie, c'était Henri Nkoy Bofumbo, le président de la communauté congolaise de Maine aux États-Unis, Coco Maine. Merci. Je commence. Et on me dit que souvent les bonnes choses ne commencent pas en public, ça commence par un individu. Et Dieu a toujours utilisé un individu. Et comme vous parlez de la transition au Congo, et comme nous sommes ici, nous sommes tous des Congolais, et je disais que c'est une bonne initiative. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce n'est qu'un début ou bien vous allez encore multiplier ce genre de conférences? Et surtout que c'est notre mois d'indépendance. Et pourquoi ne pas, avant que les questions puissent pleuvoir, pourquoi ne pas, est-ce que nous le prenons dans le compte de ce mois de l'indépendance, ou alors ce n'est qu'un début pour pouvoir multiplier de plus belles les conférences? La question se pose à l'orientation. Le président vous répondre à la question. Oui, merci beaucoup à vous tous qui êtes ici. Nous allons aller directement à la réponse. Ceci, c'est non seulement pour l'indépendance, mais je pense que nous allons essayer d'y aller comme ça jusqu'à la fin de l'année. Dans les années à venir, ceux qui prendront la relève, nous allons continuer. Ce sont des petites conférences comme ça qui deviennent grandes. Conférences. Oui. Je disais que c'était des petites qui deviennent grandes. Okay. Vous voyez comment nous sommes en train de nous agrandir. Et nous voudrions avoir cet échange, ça puisse relever cet intellect au niveau de la diaspora et qui pourrait peut-être, non seulement au lieu d'attendre seulement que ça bouge au niveau de l'Afrique du Sud pour qu'il y ait un changement du pays, au niveau du pays, mais de partir d'ici, que les gens puissent se lever. C'est ainsi que nous aurons plusieurs conférences qui se suivront de cette manière-là. Nous vous remercions. Merci. C'est l'élite qui fait la démocratie. Mais en observant et en analysant ce que vous venez de dire, je nous retrouve dans un cercle vicieux.
Parce que la même élite qui est censée mener à bon port ce processus, c'est cette élite qui, pour moi, je trouve, est un peu ignorante de toutes les méthodes que vous venez d'évoquer ici. Je vais vous donner un exemple. J'ai assisté à une conférence avec Martin Fayoulou, je crois il y a 2 ans à Boston. Je lui ai posé la question. Il était en train de vanter leur exploit quand ils ont empêché que les élections soient que les élections soient tributaires du recensement. Voilà. Alors, je lui ai dit, il s'est vanté de cet exploit-là, voilà, nous avons sorti les peuples, nous avons gagné cette bataille, tout ça. Je lui ai dit qu'il y a plusieurs moyens qu'un autoritaire peut utiliser pour obtenir ce qu'il veut. Je lui ai dit, il y a par exemple l'agenda de la déstabilisation. C'était en 2015. À l'époque, on ne parlait pas encore des Kamina Sampo, on ne parlait pas encore des Bundudia Congo et consorts. Je lui ai dit, il y a un autre agenda, et qu'est-ce que vous faites pour essayer de prévenir, empêcher que cela n'arrive. Vous voyez. Et il n'avait pas de réponse concrète à me donner. C'est pour dire que l'élite n'a pas les mêmes yeux que la masse. Ouais, parce que moi, je me considère en ce moment-là comme étant dans la masse. Alors, comment je suivrai l'élite quand je vois déjà qu'il ne me rassure pas? Vous voyez. C'est la même chose avec... j'ai assisté à une conférence avec le professeur Kabuya Lumuna à Kinshasa. Pendant la période des élections, c'était lors de la transition des 1+4. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui nous garantit que les élections seront crédibles, libres, transparentes et démocratiques? Les éléments qu'il m'a donnés n'étaient pas des éléments convaincants. Ça m'a montré que lui-même, tout professeur qu'il était, apparemment, c'est comme soit il ne connaît pas, soit il ignore. En fait, il veut juste ignorer cela. Ouais. Et ça nous a conduit là où ça nous a conduit. Donc, pour être bref, je sais que les autres peuvent aussi parler, c'est que je vois ce que vous venez de présenter comme si nous étions dans un cercle vicieux. Parce que tant que l'élite n'aura pas compris cela, nous serons toujours en train de tourner en rond. Merci. Présentez-vous, frère. C'est Patrice Emerichko, capitaine de l'UDPS. En Afrique du Sud, parce que moi je viens de l'Afrique du Sud, nous organisons pratiquement chaque 2 ou 3, 4, 6 mois des conférences. Nous vivons dans des pays qui sont anglophones, qui sont dits plus pragmatiques. Alors nous trouvons que c'est ce qui nous manque actuellement. Mais que je puisse un peu dire quelque chose ici. Vous avez parlé de la démocratie, c'est vrai, la démocratie elle est élitiste, avec Robespierre, donc ça c'est vrai. Mais quand l'UDPS parle de l'état de droit, puisque dans la démocratie, nous trouvons qu'il y a ce système de rendre de compte. Comment est-ce qu'on peut rendre de compte s'il n'y a pas le droit qui est respecté, si la loi n'est pas au-dessus de tout le monde? Et quand vous parlez de la transition, je voudrais un peu comprendre une chose, ou je voudrais vous poser une question. Comment définissez-vous la période dans laquelle le Congo est en train de traverser? Et en ce moment-là, je pourrais évoluer avec d'autres questions. Avant que je réponde à ces questions, parlons de l'élite pour répondre à la question, à cette réflexion. L'élite de notre pays, c'est au niveau de notre mental. C'est ça notre grand problème. Parce que quand une crise devient structurelle, il y a seulement une formule qu'on appelle paradigm shift qui va faire à ce que nous puissions quitter cet engrenage. Quand vous regardez notre histoire, pour votre information, l'Afrique a été divisée à cause du Congo. Nous, on nous a enseigné que c'était la conférence de Berlin. Mais quand il regarde les documents, c'est Congo Conference. Donc l'Afrique a été divisée à cause du Congo, des problèmes congolais, entre Stanley et Brazza. Ok? Et quand vous regardez maintenant comment est-ce que cela s'est passé,
on a donné les pays divisés aux autres pays en Europe. Mais le Congo a été donné à une personne, à Léopold II. Et quand vous êtes l'objet de quelqu'un, des juristes sont là, droit de possession. Quand je possède ces bics, ça m'appartient, je peux le briser. La possession vaut titre. Ah, la possession vaut titre, je veux le droit. Tu peux jeter, ça t'appartient. Et le roi Léopold II en a fait ainsi. Quand il a fait cela aux hommes. Quand il fait cela aux hommes, cela entre dans leur mentalité. À ce jour ici au Congo, qui dit à un Congolais, quand un leader vient qu'il puisse être transporté dans un kipoy, qui lui a dit ça? Qui dit aux Congolais de danser pour une autorité? C'est différent comme dans notre DNA, dès qu'on voit une autorité, on commence à danser, on commence à trémousser. On est là. C'est parce que c'est dans notre DNA, les rapports, je parle au niveau de la colonisation, les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, ça devient un rapport d'assujettissement. Ce n'est plus des rapports de gouvernants et gouvernés avec accountability. C'est là le problème. L'élite congolaise, j'ai parlé à mon frère quand je suis venu ici, que dans notre histoire, quand une personne, même les petits Ketia, les vieux qui sont là, qui étaient à Kin ou bien dans les universités, petit autant Isaki, hein, dès qu'il termine, il devient élite, toi tu n'as pas étudié, tu vois déjà à côté. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre celui qui a été et qui n'a pas étudié. Quand il termine, tu deviens évolué. Celui qui n'a pas étudié, il devient Moutupama. Quand tu vas même dans nos quartiers, dans nos villes, tu vas voir la quartier des évolués, c'est ici. Il y a une structure. Quand je parlais de. Ce n'est plus conjoncturel, c'est juste structurel. Ça veut dire que c'est là notre pauvreté, ou bien notre crise économique et politique vient sur le plan de notre DNA. Pour maintenant changer cela, il faut un paradigme, une révolution mentale interne. Il doit être déclenché par des élites. Par des élites, conscientes. Non, non, parce qu'il y a une élite qui va couper cela. Il y a, et la deuxième question, tu veux rajouter? Non, vous allez finir la réponse. Est-ce que tu veux réfléchir avec moi? Bon, je dis ceci. Bon, on a parlé de la démocratie qui est une chose vraie et tout cela. Vous avez parlé, bon, j'ai dit qu'il y a l'état de droit. Ok. Et puis, je voudrais un peu que vous puissiez définir cette période. Okay. Comment vous définissez la période? En ce moment-là, il y a d'autres questions qui viennent par rapport à cela. Okay. Quand nous déclenchons ou quand nous commençons la démocratisation, pardon, j'ai dit que nous commençons par la libéralisation. Et dans ces processus, il y a deux voies. La voie qui nous amène, la voie linéaire. Cette voie linéaire a son but de créer des institutions. Et l'institution qui va stabiliser les pays, c'est la Constitution, qui est la dimension du droit. Et beaucoup de ceux qui jouent cette voie demeurent là. Ils créent le droit pour organiser les institutions. Et ces droits-là n'a pas de rapport avec la société réelle. Je m'explique. Une société est totalement démocratique. Ou bien, ils avancent dans ce que nous appelons la polyarchie, quand ce que nous appelons le rôle des rôles les règles informelles et les règles formelles, la gap, sont parallèles. Ne sont parallèles, non, se rapprochent. Ok? Quand l'informel, les lois informelles et formelles se rapprochent, c'est là où nous sommes dans un pays qui avance vers la polyarchie. Je m'explique encore davantage. Dans un état de droit, dans la formule que nous faisons au pays, nous créons juste, ou bien notre effort, ou bien Excusez-moi, professeur. Monsieur le professeur. Oh bon. Compatriote. Je voudrais que vous puissiez un peu, parce que vous avez parlé, il y a des questions qui sont là. Et vous avez aussi donné des réponses. La cause même du problème du Congo.
Maintenant, je voudrais c'est que vous puissiez nous définir un peu la période dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui. Pour le moment, nous ne sommes pas quand même à l'état de droit. Pardon? Nous ne sommes même pas à l'état de droit. Non, par rapport à la transition. Je vais compléter sa participation pour éclaircir et permettre que la réponse soit bien taillée. Là, nous parlons de transition. Est-ce que vous considérez que cette période est transitoire pour le Congo? Ok. C'est ça. Après, je suis clair et précis, avec des faits. Je suis de l'école, la deuxième école, l'école de l'incertitude. Ok? Si nous voyons à 90, dès qu'on a commencé notre libéralisation, ok? Le Congo est allé comme ça. Zigzag. À un certain moment de notre histoire, surtout avec l'avènement de Tshisekedi, il y avait un engouement populaire pour les changements de notre pays et la population était prête. Les gens ont dit que ne nous paient même pas, mais que nous puissions avoir un État réel. Ok? Vous allez vous rendre compte à cet avancement-là, quand l'AFDEL est venu, c'est toujours la transition. Dans cette désordre ou bien incertitude de la transition, we want many miles back again. Les partis étaient encore fermés, il fallait encore commencer notre libéralisation. Donc, quand nous voyons par exemple la CNS, la Conférence souveraine, avait poussé un peu l'agenda en avant, et nous sommes encore retournés à quelque part. Et encore, il y a un moment là où la communauté internationale a aidé le Congo avec les élections, ok, que nous avons bougé à un certain pas. Alors, quand nous définissons nos élections, en anglais on dit ceci, il faut que l'élection must be fair and free election. Est-ce que notre élection au Congo était fair? Je ne crois pas. Free? Je ne sais pas. Donc, l'élection du Congo ne nous amène pas encore au début de la consolidation. Tu vois, là où nous sommes pour le moment, nous sommes à ce que nous appelons autorité électorale et autoritaire régime. Là où Kabila, il a toute la définition d'un autocrate avec une mafia d'élection. On appelle ça, c'est le plan classique, électoral, autoritaire régime. C'est là où nous sommes pour le moment. Je parle un peu beaucoup à l'UDPS. Je ne suis pas quelqu'un qui a une caisse de résonance où on dit, je répète non. S'il faut dire non, j'ai dit non aussi. Vous avez bien défini que nous avons eu à un certain moment, à partir des 90, on a évolué avec la CNS. Il y a eu une transition, si je peux dire, parce qu'il y avait le HRPT et tout cela. Mais avec l'AFDEL, quand l'AFDEL est venu, ça a brisé les normes de cette transition. Donc alors, en ce moment-là, nous sommes retombés dans une dictature, dans un État autoritaire, toutes ces histoires. Et avec l'avènement même de ces Joseph que nous appelons abusivement Joseph Kabila, il est arrivé au pouvoir, dans les conditions que nous connaissons, il est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il y a eu cette mascarade, la mascarade des élections de 2006 et même de 2011. Puisque moi, je me souviens, à ce moment-là, il y a eu des problèmes entre moi et même la Fédération de l'Afrique du Sud. Puisque nous avons posé la question. Nous savons comment ces gens sont en train d'évoluer. Vous allez vous mettre là, nous savons que Joseph Kabila ne peut pas battre Tshisekedi. Et s'il arrivait que la commission, c'était la commission nationale indépendante, proclamait d'autres résultats, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi, par tout ce que vous avez dit, vous avez parlé du problème du Congo, c'est sa richesse. Et je pense que si nous pouvons trouver des solutions, c'est par rapport à cela. Et il y a aussi un autre fait, vous avez parlé de ce qui est dans l'ADN des Congolais. Ils dansent, ils chantent, ils font ceci pour le roi et le chef. Mais nous devons aussi nous rendre compte que nous venons de quelque part. Nous avons une sociologue ici qui doit étudier un peu ce que nous sommes. Le Congo n'est pas seulement constitué d'une seule ethnie, il y a plusieurs ethnies. Et comment ont-ils évolué par rapport à leur chef et consorts? Et c'est par ce fait-là que nous pouvons chercher à définir quelque chose qui est nôtre. Puisque moi, je trouve que ce fait de démocratie qui soit importé de la Grèce, d'Europe, n'arrive pas à être ce que nous sommes. Et ce n'est pas écrit dans notre ADN. Et nous devons chercher à définir quelque chose. Puisque quand eux ils sont venus, en fait, c'est quelque chose que nous sommes en train d'essayer de faire voir même en Afrique du Sud et au travers même du monde, qu'il
il y a des conceptions. Je prendrai l'exemple de la Chine, je prends l'exemple du Japon. Comment ont-ils pu évoluer? Et pourquoi nous, en Afrique, nous n'arrivons pas à avoir ce même élan? Et comme vous venez de le dire que le Congo, la conférence de 1885, c'était au fait pour le Congo, les richesses qu'il y a au Congo. Et si aujourd'hui le Rwanda peut être une zone où les investisseurs doivent aller pour signer des contrats, pour qu'ils puissent avoir des histoires au Congo, et que l'Afrique du Sud aujourd'hui passe par le Botswana, de mettre les headquarters Inga au Botswana, et aujourd'hui nous parlons l'argent même des mines et payé en Afrique du Sud. Tout ça c'est pour, comment on dit, faire la veille de l'élite. Moi je le sais, après le 19 septembre 2016, quand les gens étaient dans la rue, et on a compris déjà le 1er septembre. Septembre, je parle de septembre. Puisque si nous devions avoir un changement au Congo, ce n'était pas en décembre. C'était le 19 septembre 2016. Il y a 2 ou 3 jours, les gens étaient dans la rue. Mais malheureusement, parce que j'étais avec des gens, je leur ai dit ceci. Nous n'avions pas de bons lieutenants. Je sais qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire, mais les lieutenants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont stoppé les rangs du peuple. Et nous voyons ces histoires en train de se répéter. Est-ce que nous devons continuer à parler de cette élite qui a failli? Puisque entre nous ici, le frère est là. Les gens peuvent se mettre debout. Ceux qui ont cette vision, ils peuvent voir ce qu'il y a. Et que l'élite n'arrive pas à voir. Il faut chasser cette élite. Et ceux qui peuvent prendre des choses en main, ils évoluent. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons réfléchir. Puisque s'il faut compter avec ces gens, ils sont manipulés de l'extérieur. Le problème du Congo, ce n'est pas le Congo en soi. Nous sommes ici aux États-Unis. Et nous savons que toutes les policiers sont prises à partir d'ici. Ce qui se passe, il a même parlé de Bouboudia Congo et les Kamona Sapou. Ces gens-là, ces mouvements-là qui sont sortis, pourquoi ces mouvements-là sont sortis? Pourquoi ces mouvements-là sont sortis? Les mouvements ne sont pas sortis juste par plaisir. Il y a vraiment à ce désir-là que le Congolais puisse être libéré. Et ici, nous n'avons pas aussi épinglé que notre pays, même si nous ne voulons pas le dire, nous n'avons pas le contrôle de notre pays. C'est un échange. En tant qu'intellectuel, c'est une réunion d'intellectuels. C'est pour que nous apportions des idées. S'il y a des idées, nous apportons des idées. Et c'est ainsi que nous échangeons. C'est ainsi que tous ensemble, nous allons de l'avant. N'est-ce pas? Je vous remercie. Avant que Crispin ne réponde, je crois que nous devons recadrer un peu les échanges. Notre frère Crispin vous a décrit la démocratie dans son sens réel, avec le fait réel. Ce qui se passe, comment ça se passe, avec le principe démocratique. Il a bien dit, après Mobutu, on a commencé à avancer. Libération de la presse, création des partis politiques, c'est ce que nous avons commencé à faire un chemin vers un chemin démocratique. Mais, quand la AFDL est arrivée, tout a changé. On a reculé de 10 pas, de 20 pas, de 100 pas. Le précision que vous donnez, c'est toute autre chose qui est réelle, qui est proprement congolais. Vous comprenez? S'il veut élaborer ça, il va élaborer ça après que nous commençons à faire un chemin pour la démocratie, l'AFDEL rentre. À partir de l'entrée de l'AFDEL, tout a changé. Vous comprenez? Nous sommes dans une autre configuration du progrès réel de transition ou même de la démocratie. Nous sommes rentrés à la dictature pure. Vous comprenez? Mais, il vous a dit, il y a un cap, il y a une distance pour le leader de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Certains professeurs, certains chercheurs, certains intellectuels continuent à penser comme si c'était une situation normale. Au moment où le peuple a déjà compris, ces gens ici ne sont pas les nôtres. Il y a quelque chose de flou qui se passe.
Vous comprenez? Maintenant, il y a un combat entre ceux qui commencent à respirer l'odeur de la réalité et ceux qui continuent à arriver. Vous comprenez? Quel est l'exemple de ça? Pourquoi on ne peut pas organiser les élections? Vous avez expliqué ça. Vous parlez de cette réalité-là. Depuis que l'AFD est entrée, il y a un groupe qui dirige, pas dans l'esprit qu'il a décrit de la démocratie qui commençait à venir après Mobutu, à l'époque de Mobutu et après. Non, avec un autre esprit. C'est là où vous soulevez l'hypocrisie. Ce n'est pas l'hypocrisie. Les gens veulent faire la différence entre comprendre d'abord la recherche de ce qui est réel et maintenant mettre ça dans le contexte congolais. Je ne sais pas si on se comprend. Le contexte congolais, Christian va reprendre, est simple. Mobutu, qui était le dictateur, était forcé de commencer la démocratie. Qu'est-ce qu'il a dit? Autoriser les partis politiques. Il y a eu quoi? Multipartisme. Libérer les journaux. Il y a eu quoi? Naissance des journaux. Commencer à nous organiser pour les élections, tout ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le chemin vers la démocratie réelle, en respectant le principe. Ok? Quand les rebelles sont arrivés, ils sont venus, comme nous disons en français, à malin ennemi. Il vous dit ça, il fait ça. Quand il vous dit ça, c'est le chemin, il faut aller. Lui, il part dans l'autre chemin, là-bas, il vous coupe. Vous comprenez? Ça, c'est une réalité actuelle que les gens sont en train de découvrir au jour, le jour, avec le fait. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, je crée ce gouvernement pour que nous allons aux élections. Quel est l'objectif de ce gouvernement? Les élections. À la fin de l'année. La même personne, quelques jours après, dit quoi? Je n'ai jamais promis les élections. Vous comprenez? À malin ennemi. Donc on vous trompe. En réalité, c'est ce qu'on va faire. Vous comprenez? Donc, Christian maintenant peut élaborer. Pardon. Attends, je ne peux pas essayer très bref. Quand j'ai terminé de parler, je parlais de la provocation. La provocation, c'est vous choquer un peu. Et à vous choquant, créer un élan interne, un élan nouveau, et dire quelque chose. C'est le moment. Moi, j'avais demandé la parole plus longtemps. La parole, c'est à Christian. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier notre compatriote Franklin pour l'opportunité qu'il a eu à offrir à l'élite qui est sur place ici. Mais je voulais en même temps m'inscrire en faux quand vous affirmez qu'on a l'impression que c'est un ADN qui a dans les têtes de gens en disant que bon, quelqu'un vous a formé, vous aurez commencé à travailler, vous l'oubliez directement. Je crois que la majorité se rappellerait bien que on a eu cette culture qui a été développée lorsque vous finissez les écoles, les études plutôt, là, le premier salaire que vous allez recevoir, vous êtes appelé à la remettre à celui qui vous a amené à l'école. Et si on généralise là, ça pourra aussi choquer et permettre effectivement que les gens puissent se sentir effectivement confortables dans des décisions qui sont malheureusement prises dans des situations qui parfois tragiques, dans le sens où on va oublier complètement les autres côtés, ou alors la source de personnes qui t'ont peut-être même donné le lait maternel. Cela étant dit, je voulais seulement qu'on arrive à comprendre quelque chose de très, très important. Pour moi, je trouve très important, ce n'est pas trop parler, c'est surtout aller à l'acte. Parce que tu nous as amené à comprendre seulement nous venons de quelque part. D'où venons-nous? Où sommes-nous? La grande question, mais savoir où nous allons. Et alors, si nous ne savons pas où nous allons, nous n'allons pas chercher les armes solides qui pourront permettre d'affronter ces réalités pour aller vers l'avant. Et on restera en train de tourner un petit peu, rester dans le bavardage, ou alors pouvoir peut-être montrer une certaine passion en disant que moi je suis tel parti et l'autre parti. Et ça nous ramènera encore davantage à une bouillabaisse, ou si vous voulez, le problème réel que nous connaissons tous, qui est un problème endogène. On a tendance à doiter les autres qui sont à l'extérieur en disant que c'est ceux-là qui nous bouffent l'argent, mais nous avons un problème endogène, que si nous l'ignorons, ça va être difficile que nous puissions nous en sortir dedans. Alors, ma proposition concrète, c'est de savoir quelle proposition que vous avez
par rapport à la conclusion que vous avez donnée, disant effectivement que l'élite, je veux dire, le lobby économique, il est à zéro. Donc, quelles sont les propositions concrètes dans ce sens-là? Merci, Colette. Ok, avant que je le propose, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit avant. Je ne suis pas le premier à le dire. S'il faut voir, il faut nous regarder, je veux donner, il y avait une reine des Zimbabwe qui s'appelait la reine de la beauté. La reine de la beauté. Mais le jour où les Berbères, les Bergs qui sont en Afrique du Sud, ils lui ont montré le miroir, il avait tellement de tatouages que lui, il n'a même pas une fois qu'il avait regardé. Et s'est regardé comme ça, il a cassé ce miroir, disant que ça, ce n'est pas moi. Et il a tué ce monsieur le blanc-là. On doit se regarder en face. Qu'on se regarde en face. Nous avons un problème réel au Congo. Il y a ce que nous appelons patrimonial state, l'état patrimonial. L'état patrimonial, le Congo c'est un état patrimonial, par définition. Et les effets de l'état patrimonial, ça revient dans ces rapports de partenarialisme entre celui qui dirige et celui qui est dirigé. Je prends un exemple très simple. Dans nos églises au Congo, si le papa était pasteur, il meurt, qui serait le pasteur après lui? Son fils. Si tu étais dans une position, tu quittes, qui sera ton frère. Au campus, les professeurs sont les fils du professeur. Ah, l'état patrimonial, il y a un professeur à Tourcoli, il a écrit un livre sur, il y a 3 types d'états dans la marche vers le développement. Il y a la première dimension qu'on appelle patrimonial state, fragmented countries and the cohesive countries. Congo, notre pays, est patrimonial state par définition. Le problème du Congo, ce n'est même pas la démocratie, c'est le patrimonial state. C'est un problème réel. Nous devons nous regarder en face. Et les racines de notre cas, parce que le cas du Congo, c'est le cas dur du patrimonial state, c'est le fait de notre ethnicité, de notre tribalisme, tout ça. Ça entre dedans. Ça entre dedans. Nier cela, c'est casser ce miroir. C'est la vérité. Je vous dis la vérité qu'au Congo, le problème réel, c'est le patrimonial state. Et cela est dû au fait que la crise que nous avons héritée de la colonisation nous poursuit. Quand l'autre ici, Roger Lumbala, il arrive à Kin, on les transporte. Ça vient d'où? Qu'on transporte une personne ici. Si moi je suis président, ça d'abord, vraiment une infraction. C'est le cri de la personnalité. Kabila, papa, disait que vous ne dansez pas pour moi, les gens dansaient. Ça nous fait d'où? Et quand nous voyons, ici à l'USM, j'ai enseigné une classe, l'introduction à la politique africaine. Il y a un livre sur Thomas qui a montré, même les cadastres, les formes cadastrales de notre pays, c'est à pas être réactif de notre réalité politique. Nous devons être proactifs. Parce que souvent, Kabila fait d'abord quelque chose, réactif, la chose politique. Ça, c'est le désastre. Nous devons nous retourner, en tant qu'intellectuels, en tant qu'élite, d'avoir une conception proactive de la chose politique. Autrement dit, ça sera l'échec. Et toujours l'échec. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter avec la parole. Qui amène il y a de cela bientôt 2 ans. Et je voulais donner mon point de vue sur 3 aspects. Mais avant tout, je voudrais remercier le président et son comité pour ce genre de manifestations, ce genre de conférences, de rencontres. C'est vraiment important pour nous Congolais pour pouvoir réfléchir de ce qui nous concerne. Bon, les 3 aspects sur lesquels je voudrais donner mon point de vue, c'est sur, vous avez parlé du gouvernement.
c'est-à-dire le membre du gouvernement qui quitte donc les gens qui quittent le gouvernement vers l'opposition. Et puis vous avez également parlé sur, vous avez dit également que l'opposition ne fait absolument rien. Et troisièmement, je voulais réagir sur le lobbying. Alors, pour commencer, je peux dire que s'il faut parler de la transition, sur le premier point, je pouvais comprendre à l'époque de Mobutu, où on avait un gouvernement, un président, un dictateur, mais actuellement, nous n'avons pas vraiment la dictature, mais nous avons l'imposture. C'est-à-dire, nous avons un gouvernement qui nous est imposé. Parce que par rapport à une période donnée, maintenant c'est l'imposture, c'est-à-dire le gouvernement vit ici d'un dictat étranger. Je suivais un analyste politique qui a dit que tout ce que Kabila fait maintenant est dicté par 3000 Tutsis qui sont quelque part, je crois c'est au Rwanda, qui sont en train de lui dire chaque pas ce qu'il fait. Et vous pouvez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui se fait, il y a des tueries, il y a quoi que ce soit, Kabila ne réagit pas directement comme ça. Il est calme, il reste calme. Après 3 mois, ce qui s'est passé juste récemment dans le Kassai, après 3 mois de tueries, que Kabila est descendu dans le Canada. Donc, il fait les choses selon le programme qu'on lui a assigné. Donc, je peux dire que ce n'est pas vraiment la dictature, mais c'est de l'imposture. C'est-à-dire, il fait, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de quelque part. Alors, les gens qui l'ont mis au pouvoir ont pris le temps pour étudier le peuple congolais. Un Congolais, c'est quelqu'un qui aime la vie. J'ai suivi lorsque notre feu artiste Emena était mort, à l'époque j'étais encore à Moscou. Il y avait un défilé de mode de nos frères sapeurs. Alors, les journalistes russes ont pris ça, ils ont publié dans les journaux, mais ils ont dit qu'un peuple congolais, c'est l'homme le plus heureux au monde. Parce que même s'il a faim, il veut apparaître. Il veut apparaître comme s'il est bien. C'est notre nature. C'est ça un Congolais. C'est-à-dire quelqu'un qui ne reflète pas ce qu'il est réellement. C'est un bon peuple. Si vous regardez même ici aux États-Unis, un Congolais n'est pas retrouvé dans beaucoup de mafias. C'est un peuple qui aime la vie, il aime la vie, il veut la vivre comme il se doit, il se préoccupe de sa famille. S'il a tout, il est calme. Alors, ils ont pris le temps d'étudier, et même la classe politique, ils sont comme ça. Kabila est venu, il a commencé par détruire toutes les couches sociales de notre pays. Toutes les couches sociales, l'économie, tout, il détruit. Il a commencé par détruire la GKMI, la MIBA, Kilomoto. Il commence à détruire dans l'armée tous les grands généraux. À l'université, tous ces professeurs l'ont rejoint. Donc, il a détruit toutes les couches afin d'être lui-même maître. Pour parler de l'opposition, l'opposition fait beaucoup dans notre pays. Mais il faut comprendre que ce n'est pas vraiment de l'opposition comme à l'époque de Mobutu. Ce sont des gens qui résistent de rejoindre le mouvement. Ils ne veulent pas rejoindre le mouvement. Alors, ceux qui résistent, certains sont en prison maintenant, nous les connaissons, et les autres on les tue carrément. Par poison, nous le savons tous comment il gère, il fait les choses. Et troisièmement, c'est par rapport au lobbying. Le Rwanda envoie des étudiants boursiers à Advar ici, dans les grandes universités au monde. Ce sont ces étudiants-là qui rencontrent les grandes élites d'autres pays et qui font des relations, qui commentent quelque chose comme on appelle des coopérations. Qui est cet étudiant-là qui est envoyé par le gouvernement congolais, qui peut entrer dans le milieu de décideurs dans le monde? Aucun. Kabila le sait, parce que son pays le fait. Donc il ne peut pas favoriser le Congo dans cela. Parce qu'un Congolais, c'est un homme intelligent. Nous sommes parmi des grands intelligents, beaucoup avec la diaspora, pour renaître la conscience qui est actuellement au pays, en faisant tout ce qu'on a fait. Et je remercie beaucoup nos frères qui sont ici aux États-Unis, parce que nous, en Europe, on le fait. Ici aux États-Unis, ils le font aussi.
Mais ici, à Portland, j'aimerais qu'on puisse aussi le faire. Commencer à le faire. Parce que c'est important. C'est vrai que c'est une petite ville, mais il faut toujours être là. Il faut marquer que nous sommes là et nous voulons un changement. Donc c'est tout simplement pour dire que les lobbying existent, nous sommes là, mais seulement que c'est pas un lobbying. Oui, c'est un lobbying éparpillé, mais ce n'est pas un lobbying supporté par le gouvernement, mais c'est un lobbying, juste comme le pasteur vient de dire, éparpillé. Donc bien dispatché, on ne peut pas être fort quand on n'est pas unis, quand on n'est pas soutenu. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Pardon, il faut que je réponde à cette question. Vous avez parlé du gouvernement. Dans ce volet, vous avez parlé de nous sommes pris en otage par une mafia qui nous gouverne, qui agit de façon là. Mais la chose la plus importante est de savoir, celui qui est en face de nous, c'est un dictateur. Il n'a pas de carottes à te donner. Il utilise toute forme de formule pour s'asseoir au pouvoir. Il utilise ce qu'il utilise. Ce n'est pas à nous de dire Amen. D'abord, c'est ça. Ok? On ne doit pas dire, nous, en tant qu'élite, dire, comme il utilise telle formule, ok, Kabila, nous te donnons pas seulement notre tête et nos pieds et tout. Non, ce n'est pas ça. Nous reconnaissons qu'il utilise des formules sur le plan régional, du Rwanda, du Burundi, du Ouganda, nous savons ça, mais cela est suffisant pour nous de dire, ok, prends-nous totalement. Non. C'est pour cela qu'on s'appelle élite, parce que nous pouvons résister. Pas seulement résister en marchant dans la rue, mais résister par notre tête. Et quand nous parlons, je prends le gouvernement, je prends l'État, je prends le régime. Ok? Quand nous parlons de régime, nous voyons les principes. Ok? Ça peut être dictatorial, ça peut être tout ce que ça s'est fait. Alors, le régime maintenant utilise, parce que l'État, c'est l'abstrait, hein, utilise maintenant cette dimension étatique qui est l'identification du Congo avec le gouvernement qu'ils ont pour nous asseoir. C'est ça la dictature. Quand l'État, le régime et le gouvernement sont fused, sont ensemble. Alors, c'est à nous maintenant, en tant qu'élite, de voir comment est-ce que ces régimes puissent créer un système et que nous puissions faire partie d'un gouvernement et pour que notre État soit un instrument pour notre bien-être. C'est pour ça que nous sommes ici. Et pour la dimension de l'opposition, je ne dis pas qu'ils ne font rien. Ce qu'ils font, hein, ils font en ne connaissant pas ce qu'il faut faire. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas vu, je n'ai pas croisé beaucoup d'entre eux. Mais les gens que moi je croisais de l'opposition, c'est regrettable. Je vous dis la vérité. Les gens que moi j'ai croisés, qu'on a one-on-one, c'est regrettable. C'est pour cela que vous ne me verrez jamais à une conférence de l'opposition, parce que j'ai peur de le bousculer à tel point que ça va discréditer la personne que nous mettons encore notre confiance. C'est ça. Je prends un exemple de l'IDPS. Ok? Parce que ne soyez pas scandalisés. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans un état de droit, ok? Qui est le créneau de l'IDPS. Ok? Quand nous parlons des droits, ce n'est pas seulement les droits constitutionnels. C'est les droits organiques, c'est les droits. Ok? Actuellement, qui développe le président de l'IDPS? Kaboung. N'est-ce pas? Comme secrétaire général. Ok? Non. Oui, oui. Non, il doit faire des élections. Non. Il devrait l'être, ou bien être fait l'intérim. Non, c'est lui. C'est lui qui fait l'intérim. Ok? Il a posé une question, il faut saisir la question pour répondre. Il pose la question, actuellement, qui doit être? Automatiquement, c'est lui qui parce que vous ne doit pas l'être. En termes de droit, en droit de droit organique, hein, c'est en termes de hiérarchie. En termes de droit organique. Si le plan politique, on peut parler d'autre chose. Mais si le plan du droit, parce que nous avons le droit constitutionnel et le droit organique qui entrent dans le droit constitutionnel en termes de procédural. Ok? N'est-ce pas ça? Mais qui représente, qui est le président de rassemblement? Si le plan politique, oui, mais si le plan du droit, non.
Si les plans politiques, oui, n'est-ce pas? Non, Si les plans, non. si les plans politiques, Je peux intervenir, je comprends. parle. Le rassemblement. Le rassemblement est une plateforme, mais l'UDPS est un parti politique. Le rassemblement a cet acte constituant, l'UDPS en a tout de même. Et chaque structure est organisée d'une certaine manière telle que, pour les rassemblements, il y avait un président qui est du Conseil des sages, qui était Tshisekedi, avec son vice-président qui est mort 2 mois avant lui. Mais pour l'UDPS, la structure est telle qu'il y a la présidence, il y a le secrétariat. Étant donné en vacances du président, le secrétaire prend la présidence. C'est-à-dire le secrétaire actuellement, c'est Kabound qui a la présidence du parti. Mais au sens de la plateforme qui est le rassemblement, tel n'était pas le cas, ce n'était même pas prévu. Il n'y avait même pas d'administration du genre tel qu'il y en a dans l'IDPS. Ceci a fait qu'à la mort, à la disparition de Tshisekedi, il a fallu pour cette plateforme de se restructurer. Cependant, les plateformes, d'abord la grande plateforme est composée des plateformes, qui étaient à ce moment-là 8 plateformes, plus l'IDPS en tant que parti politique seulement, ayant fonction de plateforme. Cependant, dans leur organisation, l'UDPS devrait avoir la tête de cette. Ils ont regardé maintenant, au sens de leur organisation, le responsable de l'IDPS dans la plateforme, c'était Félix, qui est le secrétaire général adjoint, et à cet effet, il devra, à ce moment-là, occuper cette position. Donc, cela n'a pas de configuration inerte, c'est pour dire que ça devrait être Kabound pour chapeauter. Si le plan politique, c'est faisable. Si le plan, tu comprends, l'ensemble, c'est une plateforme politique. Si le plan politique est faisable. Mais si le plan de droit organique, ça ne se fait pas. Comment il faut démontrer? Je démontre que si le plan politique c'est faisable. Parce que les plateformes, c'est politique. Et l'organisation est dans tous les sens. L'organisation interne même relève du fonctionnement, parce qu'il y a un règlement, il y a un règlement d'ordre intérieur qui est un instrument juridique. Mais vous avez scruté cela, leur règlement d'ordre intérieur, donné, n'est-ce pas, à ce que l'UDPS puisse avoir la tête du mouvement, et cependant, comme le chef de la délégation, c'était Félix Tshisekedi, parce que vous les connaissez très bien, qu'en matière d'administration, les attributions, plutôt le pouvoir et l'attribution. Que fera-t-on de plus? Parce que nous sommes là, dans le droit administratif, lequel le pouvoir et l'attribution. Bon, les prérogatives sont ce n'est pas le droit administratif, c'est le droit organique. Parce que quand on parle d'administration, nous sommes dans l'administration publique. À ce niveau, ce n'est pas l'administration publique. Parce que c'est privé. Bon, je ne veux pas rentrer dans un débat de fond, et pendant même tel que nous sommes ici, il y a une administration qui est fonctionnaire. Vous voyez comment elle est en train d'agir, cette administration. Dans l'administration, c'est la vie même du fonctionnement de toute structure. Nous allons prendre 2 questions, et puis on va terminer par là, parce que nous sommes déjà pressés par le temps. Donc, nous avons 2 intervenants. Je vais prendre le frère qui a demandé la parole, ça fait longtemps. Papa qui est derrière, pardon. Des propositions, non, vous n'avez pas. Alors, ma question, moi, c'était celle-ci. Nous sommes dans un état plus ou moins, ou disons, patrimonial, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il est possible de sortir d'ici ou pas? C'est-à-dire dans l'état patrimonial. Vous avez parlé de paradigme shift. C'est-à-dire qu'il faut se secouer en principe et puis briser et puis avancer. Vous avez l'impression que nous sommes prêts à briser l'échelle et puis avancer. Ok. C'est le problème de l'élite. C'est ça le problème. Moi, je suggérais peut-être que vous ramassiez les questions parce que peut-être il y aura des réponses communes aux questions. C'est ça. Oui. Merci. Comme les autres l'ont dit. Présentez-vous, soyez très bref dans votre question. Moi, je réponds au nom de Biyamba Tonton. Je suis avocat au Congo. Ça fait un bout de temps, un petit moment que je suis là. Nous remercions notre direction et l'intervenant
il a parlé comment réussir une bonne transition. Il a soulevé 3 points, ou bien 3 moments. Le moment politique, le moment économique et le moment militaire. Sur le plan économique, je pense qu'il a bien élucidé, je ne peux pas encore y entrer. Il est pour sauver ces moments politiques. Ma question sur le plan politique, c'est ça. Et ma seconde question, c'est sur le plan militaire. Je ne peux pas encore parler de l'histoire des idées qu'on nous a enseignées, mais vous le savez bien, on a hérité des lois chez les Belges dont nos chefs d'État africains en bénéficient jusqu'à aujourd'hui. Les chefs de l'État, le commandant suprême de l'armée. Voilà pourquoi on a des bons et des vrais militaires au Congo. On ne peut pas nier qu'on n'a pas une bonne armée, mais dans cette armée-là, il y a des bons militaires. Et ces militaires-là sont limités parce que la loi donne les prérogatives au chef de l'État de les diriger, de les nommer. Est-ce que les militaires, à l'heure actuelle au Congo, peuvent sauver la situation? La question, c'est ça. Oui. Merci. Monsieur, remettez le micro à Jean-Claude. Bon, je m'appelle Jean-Claude. Moi, j'ai une petite question à poser à notre intervenant. J'aimerais savoir, bon, peut-être chacun de nous peut essayer un peu de réfléchir là-dessus. J'ai remarqué que nous, les Congolais, si on a un problème quelque part en nous, pourquoi je pose cette question? Parce que si vous regardez très bien, les gens, tout de suite vous avez dit que les pays dirigés de l'étranger. Et tous, ils nous commandent, ils nous dirigent. Mais cette question revient souvent à moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment chez nous, en nous l'élite congolaise? Nous tous, même les gens qui sont autour de Kabila, ils savent que celui-ci n'est pas fils du pays. C'est un étranger qui nous dirige. Mais pourquoi cette inconscience de savoir que non, celui-ci, il n'aime pas le pays, il est étranger, mais si vous voyez la force dont il tire, ça ne vient pas seulement de tous, mais aussi des Congolais qui les défendent, tout en sachant que c'est un étranger et qui ne dirige pas et qui n'aime pas le pays. Si vous regardez très bien, tous les gens qui l'entourent, les Mova, les Calais, tous ces gens, les Bocha, tout ce monde-là, ils savent très bien que non, c'est un étranger, il n'aime pas le pays, il détruit le pays, mais je vous assure, il les soutient. Mais tout vient, c'est que on oublie, tout vient, ça vient de quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est en... Je ne sais pas. Il peut y avoir une réponse. Profitez pour terminer. Il y a maman qui avait demandé l'intervention. Non, lui, il n'a pas une question, il y a une intervention, il va intervenir à la fin. Il n'y a pas une question. Donc, avant que vous intervienne, on va faire honneur à un moment, on va intervenir. C'est comme vous allez demander l'intervention à la fin. Juste prochaine à la fin de 2 minutes. Nous n'avons plus beaucoup de temps, nous allons bientôt. La question est celle-ci. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2017. Connaissons ce que nous connaissons du pays. Connaissons la réalité actuelle. Et connaissons ce que Papa Crispien veut nous dire scientifiquement, comment les choses qui se font. What next? Que devons-nous faire? Parce que maintenant, ce n'est plus le moment de tourner. Nous avons toute la donne maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller vers une solution du changement? Très bien. Alors, Papa Crispin va répondre aux questions. À la fin des questions, Papa Martin va amener une petite contribution.
Comment? Il parle avant tout simplement. Ok, alors, apportez votre contribution et puis on va terminer par le conférencier. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Martin Bamba Sapou. Je suis quelque chose dans les sapous. Comme dans Sapou, quand vous parlez des sapous, je fais partie de la famille. Je pense que je suis très content pour ce moment et tout ce qui s'est dit ici. Les problèmes du Congo, c'est un problème très sérieux. C'est un système. Pour déboulonner un système, il y a beaucoup de démarches qu'il faut faire. Je pense qu'un intervenant a fait allusion que le Congo c'est un État paritaire, patrimonial. À de certains niveaux, on est allé dans les analyses et les recherches, on est en train de dire aujourd'hui que le Congo aujourd'hui est au niveau d'un non-État. Parce que tous les critères ne sont pas réunis pour que ce soit un État actuellement. En 2011, comme j'étais aussi sur un acteur politique d'opinion de la société civile, que je faisais partie de cette réunion-là, j'ai bien côtoyé beaucoup de gens et j'avais compris beaucoup de secrets là-dessus. Que le Congo n'a pas oublié ses génitaires, c'est ça le premier problème. Le Congo n'est pas Congo parce qu'un groupe de Congolais ont décidé que ce soit un pays Congo. Non. Il y a eu des génitaires qui ont décidé à ce que ces territoires-là, qui pouvaient être sectionnés, divisés en 2 ou 3 pays, selon que ça appartenait à des origines différentes, des gens, des nationalités différentes, les étapes qui ont transcédé à ce que ça soit un pays, ils ont dit non, ça soit un marché commun, parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se faire dans ce pays dans les jours à venir, à l'exemple de l'Union européenne. Aujourd'hui, un pays ne peut pas se développer en autarcie. Maintenant, ces gens-là qui sont les décideurs du monde nous emmènent devant des scénarios de Mobutu, de Kabila, Mouzé et Joseph Kabila aujourd'hui. Créer la démarcation, la différence entre tous ces gens-là, moi je pense que non, c'est pareil, c'est la même chose. On n'a même pas avancé d'un seul pas, ni reculé. Donc nous y sommes de plein pied. Parce que tous qui ont été avec Mobutu, ce sont des qui sont avec Kabila, le petit aujourd'hui. Le même stratégie qu'ils ont fait pour pérenniser Mobutu au pouvoir. Je me rappelle à cette époque, je me disais, mais les adultes, ils étaient où pour qu'aujourd'hui Mobutu devienne un dictateur comme ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir les mêmes choses. Kabila devenir comme Mobutu. Et je suis en train de voir ça. Et j'ai vite compris que non, c'est un problème de système. Le Congo, nous devons rentrer et voir nos génitaires. Sinon, ils continueront à nous créer des scénarios. Ce n'est pas de l'intérieur que ça va faire quelque chose. Même le soulèvement populaire qu'on est en train de parler aujourd'hui, ça sortira soulèvement populaire, ça sera récupéré par les décideurs. Moi j'étais à Kinshasa, on a dansé pour Mouzé. Mais par après, tout le monde a dit, mais ce vieux n'est pas sérieux. Comment il est venu, il a commencé à arrêter tout le monde, il suspend les partis politiques, personne ne parle. Et après, c'est le petit qui vient, et c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Alors, ce problème-là, quand un problème surgit dans un système, c'est difficile de chercher à trouver des petites solutions à l'intérieur, mais le système, tout est dans le système. Donc il faut commencer par casser le système, rétablir les choses à la normale, pour que maintenant les efforts à l'interne puissent être bénéfiques au pays. Je me disais que même notre intervenant aujourd'hui, on peut les nommer conseiller du cabinet chef de l'État. Avec toutes les bonnes idées qu'il a, il ne fera absolument rien en étant à l'intérieur du système. Même, on peut vous nommer Premier ministre, là où vous êtes, j'ai vis des gens
qui était vraiment intègre, honnête, qui avait la volonté de faire. Mais j'ai vu ces gens signer sur des documents qui venaient d'ailleurs parce qu'il est obligé de les signer parce que c'était question de vie ou de mort. Parce qu'il te retrouve déjà dans les systèmes. Donc je pense que dans ces cadres-là, aujourd'hui au pays, c'est regrettable de dire qu'il n'y a pas d'élite. Il y a quelques pays qui sont en train d'éliter, mais étant dans un système, c'est comme quelqu'un qui est dans une bouteille, mais tu vis là-bas, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien parce que tu ne changes pas le milieu dans lequel tu te retrouves. Par le fait que les ficelles sont tirées à l'extérieur. Et quand ces gens-là, c'était de blancs qui me disaient, c'est des Allemands qui me parlaient de ces choses-là. C'est pourquoi je le voyais, les Rwandais là, le Rwanda n'est pas un pays si puissant que le Congo. Nous sommes maintenant totalement inféodés. Nous n'avons plus l'armée. Un pays sans armée, vous pouvez être élite ou intellectuel, avoir de bonnes idées. On nous a cassé, donc on nous a vraiment cassé, mis à genoux. Nous n'avons plus d'armée au Congo. Merci. Merci. Ok, merci. On va terminer avec les interventions, enfin les réponses des conférenciers. Ok, merci beaucoup pour les suggestions, les commentaires. Et je m'attends peut-être répondre à quelques questions. Je commence par ce que notre frère vient de dire. C'est une bonne réflexion. Mais devant une montagne, devant une grandeur et une résistance ou une force grande qui te dépasse, tu n'as que deux possibilités. La première, tu dis que je ne ferai rien, ma mort commence maintenant. Deuxièmement, est de réfléchir. Vous allez vous rendre compte que même des termites, petits qu'ils sont, ils peuvent faire des grandes choses parce qu'ils ont commencé quelque part. Nous sommes petits devant cette lobbying parce que je ne méconnais pas les variables internationales, je ne connais pas ce sont des variables vraiment très importantes pour comprendre le Congo. Je ne méconnais pas aussi les problèmes régionaux de l'Afrique. C'est vraiment important. Parce qu'à un certain moment, les Américains veulent un petit Kabila. S'il est au pouvoir, c'est à cause du soutien régional. Vous avez dit que ça ne se contredit pas. Parce qu'à un certain moment, il faut avoir d'appui quelque part. Si la dimension d'aller chez nos géniteurs, les Belges, si c'est ça. Non, c'est ce qui sont anglais, c'est pas seulement les Belges. Ok. Et ils vous ont dit ça pour vous intimider, pour vous prendre totalement et couper une forme de réflexion à votre égard. En Afrique, il y a des pays. Je faisais une recherche sur le fait de l'agriculture au Ghana. Je fais quelque chose pour le Congo déjà. De ma part. Je fais beaucoup de choses. Je n'ai pas m'inventé ici, mais je fais quelque chose. Mais chacun d'entre nous doit être un îlot de réflexion. Les autres sont des petits. Si aux États-Unis, tu as accès à Carnegie, ok? Tu as accès à Ford Foundation, Rockefeller, ce sont les trois grands. C'est eux qui décident de toutes choses dans ces pays. Les trois grands. Si les Rwandais sont ceux qui sont, c'est à cause de Carnegie. Ok? Et qu'est-ce qui empêche à ce que nous puissions... Moi, j'ai fait des rencontres avec Carnegie. C'est rien. Mais nous, ici, combien de millions que Moïse Katumbi, il a raconté qu'il n'a pas vu Ford, il n'a pas vu Carnegie, il n'a pas vu Rockefeller. Est-ce qu'ils sont informés que ce sont les trois grands? Ce sont les grands décideurs de ces pays. Tu peux faire tous les autres là, c'est rien. Parce que, ce qui a fait les relations internationales ici, s'il faut voir la politique américaine, Carnegie et Rockefeller, c'est eux qui ont créé la science des relations internationales. La méthode quantitative sur le plan de la recherche aux États-Unis, c'est fait par Rockefeller. C'est eux qui ont imposé au gouvernement. Ils sont plus que forts. Mais si nous faisons du lobbying, nous faisons avec qui? Avec qui? Avec qui? Ce sont les trois grands. Et ils ont choisi Carnegie.
Tu vois? Nous pouvons aussi entrer. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est ma savoir d'être informé. C'est le problème. Les problèmes des militaires, c'est assez important. Il faut voir si les plans comparés, tu vas voir que les militaires qui font des coups d'État, ils viennent toujours avec un langage. Les politiques ont échoué, nous venons sauver la situation. Ok? On a vu cela au Ghana, avant cette situation actuelle. Et celui qui est champion à ça, c'est le Nigeria. Les problèmes de militaires dans la scène politique, c'est quoi? Ils n'ont pas la connaissance de la gestion de la chose publique. Ils n'ont pas ça. Et souvent, ils viennent après des conflits internes de pouvoir militaire. Et quand ils viennent asseoir directement une autorité dictatoriale. Quand tu vas voir, c'est seulement le Mali qui a échappé à ça. Tous les pays africains qui sont passés par un coup d'État, c'est toujours une dictature qui en suit. Et à la fin, on peut voir Rolex qui a commencé par un coup d'État et qui a maintenant transformé cela en démocratie. Donc ce n'est pas à nous vraiment de souhaiter que nous puissions avoir un coup d'État au Congo. Et s'il faut aller maintenant par uprising, que les gens puissent marcher, qu'ils puissent avoir une révolution. Je l'ai dit avant, je le répète encore. Dans l'histoire de changement politique, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un pays qui a réussi avec l'uprising. Il n'y en a pas. C'est triste de le dire. Nous avons seulement le cas de Burkina Faso. Pourquoi le Burkina Faso a réussi? Les Youmei et le ballet citoyen, quand ils ont fait leur uprising, tu as vu un d'eux dans le gouvernement? Non. Tout le monde a refusé. Si vous voulez, j'ai écrit quelque chose sur ça, parce que je suis en contact direct avec eux. Au téléphone, même dans les Skype, on se parle. Tous, ils ont refusé d'entrer dans le pouvoir. C'était les jeunes consciencieux qui ont déclenché un mécanisme et à la fin, ils ont dit, we are out, politics, go back to your stuff. Et c'est là que ça a réussi. Mais quand il y a uprising, et puis il n'y a pas un agenda après l'uprising, c'est la théorie, les gens vont mourir. Ce qui est un peu triste, j'ai parlé avec un professeur de Michigan State. Il m'a donné, parce que lui fait une étude de théorie au Congo, les effets des théories au Congo. Il dit ceci, quand les gens sont tués à Kinshasa, il y a rien de conseil de sécurité. Dès qu'il y a mort à Kinshasa, il y a rien de conseil de sécurité. Mais quand c'est tué à Goma, Beni, pourquoi? Est-ce que la mort à Beni est différente des morts à Kinshasa? Non. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les morts de Kinshasa sont récupérés pour des causes, parce que quand nous faisons la démocratie, quand nous analysons la démocratie, il y a ce que nous appelons la démocratie des milliers internationaux. Ok? C'est la démocratie des Fonds monétaire international, Banque mondiale, parce qu'il y a l'agenda financier dedans. À Goma, tu ne servent rien. À qui ça va? Alors, le professeur m'a dit ceci, si vous voulez le changement du Congo, il faut qu'il y ait beaucoup de gens tués à Kinshasa. Vous vous rendez compte? Il m'a dit que non, si les gens meurent à Kinshasa, Kabila quittera vite. Mais maintenant, après ça, qui va récupérer? Ce sont les gens qui ne voulons pas qu'ils puissent récupérer. Il faut récupérer le pouvoir. Et pour leur fin. Ce n'est pas souhaité. Il y avait le problème d'élite et paradigm shift que papa avait posé. Le problème de l'élite congolaise, c'est un problème qu'on peut donner remède à cela. Quand vous lisez les livres d'Eli Kambokolo, la remise en question, aux années 70 déjà,
il a écrit un livre qui remettait en cause le système d'État de Mobutu. J'ai ces livres des 70, nous pouvons seulement. Il n'y a pas manque de documents. Et lui qui a Mbokolo a tout écrit. C'était un Congolais comme nous, dans les années 70. Alors c'est à nous seulement, comme élite, que nous puissions d'abord réfléchir. Je ne me mets pas en faux sur les plans de pragmatisme. Le pragmatisme réel commence par une réflexion. Sans réflexion, ça sera comme Tito. On n'a pas, d'ailleurs, je n'ai pas posé mon domaine. Moi, ce que je dis pour le moment, c'est comment faire quitter un dictateur. C'est ça c'est là où ma lecture, c'est ce que je fais comme recherche, la stratégie de faire quitter un dictateur. Et dans les jours qui vont venir, je vais vous montrer cela, il utilise la méthode statistique, avec des calculs, comment est-ce que nous pouvons faire Kabila 1, 2, 3, 4, avec les probabilités de réussite. Quand la prochaine conférence? Oui, vous serez informé pour la prochaine conférence.